Bonjour Alexandra Coin. Bonjour Christophe. Alors merci de m'accorder cette interview ici à Noël-les-Mines au sein du salon Les Mines Noires. J'ai un peu écourté votre pause déjeuner, mais bon, voilà, c'est pour la bonne cause. Oui, tout à fait. Votre premier livre, La Voix du Talion, écrit à quatre mains avec votre compagnon Eric Kapinski, est sorti il y a presque un an chez Aconitum. Et vous revenez aujourd'hui avec un second roman, Entrave, toujours publié chez Aconitum, mais écrit cette fois toute seule. Oui. Alors, difficile de qualifier Entrave en ce qui concerne le genre. Je dirais qu'il s'agit d'un roman noir, d'un roman psychologique. Alors, c'est l'histoire d'Emma, internée en hôpital psychiatrique suite à une tentative de suicide, après avoir vécu l'enfer au sein de son couple. Mais on va y revenir après. Alors, Entrave est votre premier roman écrit d'après une interview que j'ai pu écouter chez nos confrères de France Bleu à Auxerre. Comment en êtes-vous venu à l'écriture, Alexandra Coin? J'avais besoin justement, à travers Entrave, de passer à l'écriture pour mettre sur le papier un certain ressenti. Donc ça m'est venu comme ça, même si j'ai toujours plus ou moins écrit. J'ai tenu des journaux intimes quand j'étais petite, comme beaucoup d'adolescentes. Mais l'écriture de fiction, voilà, m'est venue à partir de ce récit sur les pervers narcissiques. C'est un sujet qui vous tenait plus particulièrement à cœur. Voilà. La recherche d'un éditeur, cela a été un parcours difficile pour vous? J'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et puis David Lecomte a été le premier à me répondre. David Lecomte des éditions Aconitum. Voilà. Enfin, je l'avais envoyé au départ chez Fleurs Sauvages. Et puis ça correspondait davantage à la ligne éditoriale d'Aconitum. Donc ça a été retenu pour cette maison-là. Oui, Aconitum dont s'occupe également Gaylord Camp. Voilà, Gaylord Camp. Donc après j'ai été redirigée auprès de Gaylord. Comment ça s'est passé cette rencontre justement avec les éditions Aconitum? Ah, très très bien, un très très bon contact. Voilà, j'ai apprécié le regard critique tout en étant bienveillant sur les textes. Voilà, je me suis vraiment sentie bien accueillie à ce moment-là. Alors Entrave alterne chapitres à l'hôpital et flashbacks dans la vie d'Emma, en compagnie d'Hilario, son compagnon, et de sa fille Louise. Alors Hilario, c'était le prince charmant pour Emma. Alors j'emploie le terme à dessein puisque vous faites référence au conte merveilleux dans le roman. Donc un prince charmant qui va très vite manipuler sa compagne, entraver sa liberté, la dominer psychologiquement et en faire son objet. Tout à fait, oui. On a affaire ici à un pervers narcissique. Quelle définition pourriez-vous nous en donner pour les auditeurs? Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas la figure du pervers narcissique, la figure mythologique du vampire est celle qui me paraît le plus appropriée. Parce que sous des apparences assez anodines, en fait, il vampirise sa proie, lui pompe son énergie sans qu'elle ne s'en rende compte, ou sans qu'il ne s'en rende compte, parce que les pervers narcissiques ne sont pas que des hommes. Voilà, ils prennent l'énergie de leurs victimes et les vident sans qu'elles en aient véritablement conscience. Oui, elle va s'user psychologiquement et finalement, elle ne va jamais être à la hauteur. Voilà, et puis souvent, je ne sais pas comment c'est possible, mais les victimes correspondent un petit peu toujours au même profil psychologique. Donc des femmes qui peuvent être intelligentes, mais qui ont une certaine fragilité, un manque de confiance. Et donc elles se remettent en cause elles-mêmes et pensent que si le couple va de travers, si ça ne va pas, c'est leur faute à elles. Et donc elles redoublent d'efforts pour faire plaisir à leur compagnon ou leur compagne. Et au fur et à mesure qu'elles font des efforts, le partenaire, lui, continue à en demander toujours davantage. Et elles s'épuisent et s'usent de cette façon-là. Et notre société développerait ce genre d'individu, d'après ce que j'ai pu lire en tout cas. Oui, alors je me suis beaucoup documentée pour cet ouvrage. Et oui, d'après grand nombre de spécialistes, notamment Dominique Barbier, psychiatre, qui a préfacé par ailleurs Entrave, une personne sur 10 aurait tendance à développer ce type de comportement pervers.
Je pense, bon après je suis pas spécialiste moi-même, mais je pense que c'est dû à une certaine forme d'évolution sociale où l'intérêt, l'égoïsme est cultivé quand même à travers un petit peu le culte de l'argent, au détriment de certaines valeurs qui étaient les fondements de nos sociétés d'antan. Alors les manipulations d'Hilario vont conduire bon nombre de personnes à se détourner d'Emma. Sa famille, il y a le corps enseignant, puisque Emma est prof de lettres. Hilario va passer pour une victime. Oui, oui, oui. C'est aussi un processus assez fréquent dans ce type de pathologie. Emma n'est pas maîtresse de sa vie, elle l'a subie, jusqu'à une prise de conscience que je laisserai aux auditeurs le soin de découvrir en allant se procurer Entrave. Alors les scènes d'hôpital sont racontées à la première personne, contrairement aux autres parties du roman. On a l'impression qu'Emma écrit son journal ou qu'elle met par écrit son expérience pour une future publication. Oui, puis c'est le passage à la première personne, c'était aussi pour essayer de transmettre le mieux possible la prise de conscience et elle devient justement à ce moment-là sujet, alors qu'elle était justement passive et dominée jusque-là. Il est question ici, on l'a dit, de manipulation dans votre livre, celle subie par Emma, mais aussi celle que nous subissons nous tous, nous tous, de la façon dont nous sommes conditionnés par la publicité, par les normes sociales, etc. Alors les entraves d'Emma ce ne sont pas seulement celles mises en place par Hilario, mais aussi celles de la société. Et elle va finir par en prendre conscience également, comme ses amis à l'hôpital psychiatrique, Lucie et Fabien. Oui, je suis contente que vous le souligniez, parce que c'est pas forcément l'aspect que retiennent l'ensemble des lecteurs, mais je voulais montrer qu'il n'y a pas que des manipulations à l'échelle du couple, mais que, comme on le disait, c'est un type de comportement qui a tendance à se généraliser dans la société d'aujourd'hui. C'est aussi un mode de fonctionnement de ceux qui ont un petit peu le pouvoir, que ce soit certaines entreprises, dans la manière dont elles appâtent les clients potentiels ou les politiques, ou malheureusement c'est d'actualité. Voilà, donc je voulais montrer ce type de comportement de la société un peu post-contemporaine. D'ailleurs, on voit, il y a un exemple dans le bouquin, je crois, c'est Lucie qui regarde une publicité, on voit une jeune femme, qui est le stéréotype de la femme dans la publicité, en fait. Oui, le conformisme, l'uniformisation, un peu liée à la mondialisation aussi, il faut le dire. Comment écrivez-vous, Alexandra Coin? Est-ce que vous avez des rituels, des moments privilégiés pour écrire? Est-ce que vous réunissez beaucoup de documentation, par exemple? Oui, je suis professeure documentaliste, donc j'ai tendance à beaucoup fouiller le sujet, à annoter, tout en écrivant. C'est-à-dire que c'est pas forcément une phase préalable. J'écris et quand j'ai un point qui me pose problème, il faut absolument que je l'élucide et que j'aille approfondir les éléments que je traite dans mes romans. Quels sont vos livres de chevet? Alors j'en ai beaucoup parce que j'étais la professeure documentaliste, j'ai fait des études de lettres, donc j'ai eu beaucoup de livres de chevet. Celui que je retiens, je pense qu'il m'a jamais quitté, c'est L'étranger de Camus. Et d'ailleurs, je pense qu'Emma est proche de Meursault, la figure de l'étranger de Camus, dans le sens où elle se sent un peu étrangère aux autres, étrangère aux codes sociaux, étrangère aux personnes qui l'entourent, et son accomplissement passe justement par cette démarcation avec autrui. Voilà. Enfin, moi, j'ai toujours été passionnée par Camus et c'est un des rares auteurs qui ne m'a jamais abandonnée au cours de mes années d'existence. Est-ce qu'il y a des projets d'écriture dont on pourrait parler? J'ai entendu dire qu'il y aurait une suite à La Voix du Talion, votre précédent roman avec Éric Kapinski. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc la suite est terminée. Alors, c'est pas réellement une suite,
parce que Fabrice, à la fin de La Voix du Talion, n'aspire qu'à une chose, c'est au repos et au retrait de la vie, publique en tout cas. Mais les événements vont le rattraper et il va être réintégré dans une histoire qui n'est pas la sienne au départ. Voilà. On peut juste rappeler le pitch du roman? Alors, La Voix du Talion, c'est l'histoire d'un soldat, d'un tireur d'élite qui revient d'Afghanistan un petit peu en miettes, qui va retrouver sa femme qui vit sur la Côte d'Azur et il va se rendre compte qu'il est complètement déconnecté. Voilà, il a subi en fait un syndrome de stress post-traumatique et va être un petit peu ballotté par la vie et il va subir lui-même des manipulations liées à son état de faiblesse. Voilà, et puis il va y avoir toute une intrigue autour de sa femme qui va disparaître du jour au lendemain et il va constituer le suspect idéal dans ce récit-là. Le genre dans lequel vous écrivez, c'est un genre dans lequel vous vous plaisez. Est-ce que vous envisagez peut-être d'écrire dans d'autres genres? Je pense pas. Je pense que je vais toujours rester dans le psychologique et dans le noir et le thriller de préférence parce que je trouve que c'est un bon moyen de dénoncer des travers de la société. Et voilà, si j'écris, c'est pas juste pour raconter des histoires, même si bien sûr j'adore mettre en scène des histoires, mais c'est aussi pour faire passer des idées et faire passer un message. Et je trouve qu'on a un espace de liberté dans le thriller qui nous offre certaines possibilités qu'on n'a pas ailleurs. Alors, on signale que vous avez un site internet, c'est Alexandra, www.alexandra-coin.com, je ne me trompe pas. Oui, c'est alexandra-coin.com. Où l'on retrouve toute votre actualité. Voilà, j'essaye de tenir le site à jour fréquemment. Pour terminer cette interview, est-ce que vous auriez un coup de cœur culturel, un livre, un film que vous auriez vu récemment et que vous voulez faire partager aux auditeurs? Alors le hasard fait que j'ai vu il y a 3 jours un film qui traite du même sujet que le roman, Entrave. Donc c'est Partisan avec Vincent Cassel, un film australien, pas très connu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas vu et c'est vraiment un film qui mérite d'être découvert. Donc je ne veux pas trop dévoiler l'intrigue, mais c'est un homme, Grégory, donc Vincent Cassel dans le film, qui sauve des femmes qui viennent d'accoucher, qui ont été blessées, meurtries par la vie et qui forment autour de lui une petite communauté. Sauf que le gentil Grégory ne se révèle pas si gentil que ça au cours du film. Voilà, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film qui n'est pas ancré dans un cadre spatio-temporel précis, il est construit comme une fable, et donc il y a un message un petit peu universel. Pour moi, il m'a beaucoup touchée. Il y a un super montage, c'est un film que j'ai vu récemment, mais qui, je pense, me marquera pendant quelques temps. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous, Christophe. Alors, on rappelle le titre, c'est Entrave, au pluriel. Et c'est publié chez Aconitum. Et sinon, on peut vous retrouver sur le www.alexandra-coin.com. Voilà, bonne journée. Merci Christophe, au revoir.